Bienvenue dans le Pédagogcast, vous écoutez l'épisode numéro 63, Flowchase, l'application mobile au service de votre prononciation anglaise avec Robin Guéry. Et souvent, en fait, les gens ont toujours une histoire par rapport à comment ils ont appris l'anglais. Et c'est une notion très personnelle, en fait, la prononciation. Et du coup, le fait d'avoir une IA qui te corrige, souvent les apprenants nous disent c'est intéressant parce que du coup, j'ose un peu plus dans ma zone de confort parler et essayer de me corriger. Parce que avoir un coach qui te corrige, c'est bien quand on est en individuel et qu'on a la chance d'avoir un coach en one-on-one. Mais sinon, c'est très complexe quand on n'a pas assez confiance de corriger quelqu'un, par exemple, que les professeurs corrigent toutes les secondes la personne. Dans une classe, ça peut être très perturbant pour l'élève. Ici Julien Maurice et dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange avec Robin Guéry qui est cofondateur de Flowchase. Alors Flowchase, c'est une start-up qui a mis en place une application focus sur la prononciation anglaise. Alors vous verrez qu'il sera notamment ici question de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais pas forcément de la manière dont vous la connaissez. Alors avant de lancer l'interview, n'hésitez surtout pas à consulter les liens pour vous abonner à la Pédago News afin d'avoir accès à mes emails privés. Et également, pourquoi pas, vers le catalogue de formation sur la Pédago School. Alors j'ajoute également qu'étant en déplacement au moment de l'enregistrement, je n'avais pas mon micro habituel, ce qui se ressent un petit peu au niveau de la qualité sonore me concernant, mais je vous rassure, le son de Robin est quant à lui parfait, ce qui est finalement le plus important. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Robin Guéry. Écoute, bienvenue Robin Guéry, bienvenue dans le Pédagogcast. Donc je suis enchanté de te recevoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Robin ? Oui, bonjour Julien, merci pour l'invitation. Alors moi, je m'appelle Robin Guéry, je suis cofondateur de Flowchase. Et moi, mon background, c'est que je suis un peu aussi concepteur pédagogique. Je suis UX designer, mais toujours passionné en fait pour donc l'expérience utilisateur, mais dans les services d'apprentissage. Et donc avec Flowchase, mon but, c'était vraiment de créer un outil qui permet de travailler sa prononciation et de pouvoir être corrigé instantanément avec une IA. Et c'est ce qu'on fait à travers Flowchase, qui est une application mobile en fait, qui a différents cours avec différents niveaux évidemment, mais qui va vraiment avoir un focus uniquement sur l'oral. Donc voilà. D'accord. Et juste avant peut-être de parler de Flowchase, du service en tant que tel, est-ce que toi tu as un background du coup technique ou quel est ton background finalement par rapport au fait que tu as ensuite créé l'entreprise? Est-ce que tu avais d'abord travaillé, je dirais, dans l'IA forcément, parce que c'est vrai que là, dans le grand sujet de l'IA qui est très à la mode, mais finalement Flowchase utiliser l'IA bien en amont de ce qu'on voit aujourd'hui avec l'usage des IA génératives notamment. Oui, tout à fait. Alors moi, mon background, il n'est pas technique, et justement, mais je pense que c'est une des forces de notre équipe, en fait, c'est que pour créer sa propre IA pour des fins pédagogiques, il faut une équipe qui est très diversifiée. Et donc, on va avoir des spécialistes en IA sur le traitement de la parole. On va avoir des développeurs, mais aussi on va avoir ma collègue qui est linguiste et moi qui est UX designer, et donc qui va essayer de faire le lien entre justement cette conception très technique, mais aussi qui a des besoins pédagogiques. Et donc, moi, non, j'ai pas un background technique, mais je vais concevoir quand même comment on peut faire une meilleure intégration de cette IA dans la manière dont on va former les gens, en fait. Comment on va vraiment l'utiliser pour la formation. Donc voilà. Mais donc et mon background, en fait, donc moi j'ai créé la startup du coup en 2020, en plein temps de Covid. Et en fait, avant qu'on ait créé l'entreprise, on avait déjà 3 ans de recherche en fait dans un laboratoire en Belgique qui nous a permis de créer en fait cette IA, mais toujours en fait encadré avec des spécialistes de l'apprentissage de la langue et mon background, mais aussi des ingénieurs qui travaillaient en fait sur cette première technologie qui permet d'analyser la voix. Donc je dirais c'est un tout. Personne ne pouvait faire un peu tout seul l'outil. Il fallait vraiment collaborer pour pouvoir créer ça. Super. Ouais. Donc, tu as un peu un rôle de product owner entre guillemets, plus évidemment pour prêcher évidemment la valeur ajoutée de l'outil et de faire en sorte qu'il matche vraiment avec les besoins, quoi. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment matcher les besoins et voir ce qui est
ce qui est le plus pertinent en fait pour la formation, parce que nous en fait on n'est pas une IA forcément générative comme Tout à fait. on a pu entendre ici récemment. Évidemment, il y a beaucoup d'IA maintenant qui sont très publiques et qui sont faciles à utiliser un peu tout le monde avec ses prompts. Nous en fait on va utiliser évidemment de l'IA, mais c'est pas du tout pour cet objectif-là. Ça a vraiment un objectif précis de travailler en fait la langue anglaise à l'oral et qui va avoir du coup nous, on sait pas des prompts. Hein. Nous, l'input, c'est la voix en fait des personnes. C'est quand vous parlez dans le micro. Et l'output, c'est pas une série de textes. En fait, c'est une série de recommandations et de tips qui sont de format texte, mais aussi de format de son, de visuel, qui viennent en fait corriger la personne. Et c'est comme ça qu'on va utiliser cette réflexion intelligente, disons, de l'IA. Ouais. D'accord. Et juste par curiosité, le fait que l'IA ait fait le buzz, disons, après même que vous ayez lancé Floatchaise, est-ce que ça a eu un impact positif, je dirais? Parce que là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut mettre de l'IA partout, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? C'est Est-ce que, ça, ouais, ouais, tout à fait. comment vous l'avez vécu, le fait que justement ce soit beaucoup mis en avant, alors que, disons que pour vous, c'était un peu une originalité par rapport à d'autres services qui n'avaient pas d'IA. Alors aujourd'hui, je pense que quasiment tous maintenant intègrent de l'IA. Donc, comment est-ce que vous l'avez Mhm. vécu, vous, au niveau de la startup? Mais il y a deux points différents donc là-dessus en termes d'impact, je dirais. Le premier qui est le plus important, je pense, c'est comment les ingénieurs pédagogiques et les professeurs en fait vont percevoir l'apport de l'IA. Je pense que c'est une grande thématique et je pense que il n'y a pas il y a pas de course à avoir un maximum d'IA dans les formations. En fait, c'est surtout voir quelle est la plus-value dans la conception pédagogique. Et donc, par rapport à ce premier défi-là, je veux dire, nous, on a toujours vulgarisé justement quelle était la place de l'IA par rapport au rôle de l'enseignant, par rapport au rôle d'apprenant. Et donc, on a toujours été, je pense, connu justement par cette valeur-là de pouvoir justifier où l'IA allait intervenir, pour quel bénéfice et pour quel objectif pédagogique. Et donc, Hum, je veux dire, le fait que maintenant, en fait, disons que l'IA est de plus en plus utilisée ou pour certains professeurs, ils le voient plus comme il faut utiliser l'IA parce que tout le monde nous dit qu'il faut l'utiliser. C'est sûr que nous, avec notre background en tant que Flowchase, on sait décortiquer notre IA, on sait expliquer comment elle fonctionne, on sait montrer des chiffres de comment elle intervient dans les formations. Du coup, je dirais que ça a un impact sur la confiance, en fait, avec le monde de la formation. Et je hum. pense que c'est un point très important parce que comparé à d'autres IA, c'est des IA principalement de boîtes américaines, par exemple, qui l'utilisent de manière très différente, qui n'ont pas été forcément conçues pour de la pédagogie, enfin, en priorité. Donc, c'est vraiment une utilisation différente. Donc, je dirais que le premier impact, c'est ça nous aide à vulgariser évidemment ce qu'on fait. Euh, le deuxième point, c'est que tout le monde a de l'IA maintenant. Et c'est vrai que du coup, tout le monde pense que c'est facile d'avoir de l'IA parce qu'il faut juste connecter, il faut juste connecter un outil et comme ça, on aura de l'IA. Euh, Enfin, oui, c'est ça. Et donc, on pourrait dire, maintenant, toutes les boîtes font de l'IA, mais en fait, c'est pas vrai. Nous, on est vraiment spécialisé là-dessus. C'est vraiment notre marque de fabrique de faire que de la formation en anglais à l'oral avec notre IA. Et du coup, derrière nous, on continue de faire de la recherche et développement. Donc, nous, on a eu de la recherche et développement avant, on en a toujours et on en aura toujours, en fait. Et c'est ça un peu la grande différence, c'est qu'en fait, on maîtrise comment elle est utilisée et on maîtrise aussi son développement pour le futur. Et donc, pour nous, c'est intéressant sur le marché de la EdTech parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont pris ce défi de travailler sur leur propre IA. Et en Europe, je pense on est vraiment pas beaucoup. On peut se compter sur une main. Parce qu'en fait, c'est une thématique très compliquée en fait, la prononciation et comment on peut corriger ça avec une IA. Et Voilà, donc, justement, en fait, peut-être que la confusion, et sans doute que c'est tu as un travail de pédagogie à faire, hein, c'est que étant donné que les gens connaissent maintenant les IA, surtout via les IA génératives, que ce soit de texte ou d'image même, hein, c'est surtout vraiment là-dessus que les gens connaissent les IA avec ChatGPT, etc. tout Alors à que fait. toi, comme tu le dis, en fait, tu vas cibler davantage, c'est une IA qui va reconnaître la prononciation, la corriger, etc. Donc, c'est une autre forme d'IA. Donc, j'imagine qu'il y a surtout une pédagogie à faire de ce point de vue-là pour vraiment vous démarquer aussi et de bien faire comprendre que vous n'êtes pas une IA générative. C'est peut-être un point important. Et d'autres points, juste avant de te laisser répondre, est-ce que justement vous allez aussi intégrer, profiter de l'émergence de ces IA également génératives pour les intégrer dans votre outil ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment pas votre domaine? C'est ça. Alors, est-ce que il faut qu'on se démarque avec l'IA? Oui, mais en fait,
nous, on parle à plusieurs personnes parce que de la manière dont Flowchase fonctionne, c'est soit on travaille avec les ingénieurs pédagogiques qui les intègrent comme un outil autonome. Et donc là, ben oui, évidemment, il faut se démarquer par rapport à ce qu'on peut apporter de manière dans l'apprentissage autonome avec l'IA pour les langues. Mais je veux dire, les professeurs d'anglais, les formateurs en anglais, c'est pas parce qu'on a de l'IA que c'est qu'on va être l'outil ultime. C'est surtout le contenu pédagogique et les objectifs pédagogiques qui sont les plus importants. Donc, quand on veut se démarquer, ça dépend en fait avec qui on discute. Quand on discute avec des formateurs d'anglais, ben, on va surtout parler pédagogie en fait. On va pas forcément parler ultra technique. Ça va être surtout de pouvoir cibler ben, comment ben, nous, notre système va être complémentaire en fait aux formateurs d'anglais. Et parce que c'est une thématique qui est très importante. Enfin, qui est même de plus en plus importante parce que l'oral en anglais est de plus en plus important sur le marché, sur le marché du travail. Mais c'est surtout en fait une thématique qui est très complexe pour les enseignants et qui est très énergivore et qui prend beaucoup de ressources si on veut vraiment s'y atteler. Et donc c'est pour ça qu'on travaille uniquement sur la partie orale. C'est parce qu'on vient complémenter quelque chose qui est très complexe à faire en présentiel avec des grands groupes d'élèves. Et donc je dirais qu'avec les personnes qui sont intéressées par les technologies éducatives, on va mettre l'IA en avant. Mais avec les professeurs, on va surtout mettre en fait pourquoi en fait cette méthode pédagogique est intéressante en complément Là, de. justement, on va Parce que, pouvoir parler enfin, aussi c'est. de la méthode en tant que telle, parce que c'est vrai que quelque part, vous êtes arrivé dans un secteur, dans un marché ultra concurrentiel. Enfin, l'apprentissage de l'anglais, je pense qu'il y a peut-être 1000 applications. Enfin, tu vois ce que je veux Oui, dire? Et c'est un ouais, marché tout à fait. qui est occupé déjà par Mosalingua, Duolingo, etc. Donc, c'est des applications qui sont plutôt d'ailleurs sur du B2C en fin de compte. Tout à fait. Ouais. Ils vont utiliser Ouais. ce profil-là. Et justement, ben, pour les auditeurs, c'est vrai nous, on s'est rencontrés ben, au Moodle Moot hein, cette année, on a beaucoup Tout échangé. à fait, ouais. Et donc, on a parlé aussi de la plus-value de Flowchase. Et ce que tu m'expliquais, effectivement, c'est que vous, votre cible, donc c'est la prononciation, mais c'est pas toute la prononciation. C'est que vous allez cibler, ce que tu me disais, vraiment les choses, un petit peu comme on pourrait le dire, le 20-80, entre guillemets, de la prononciation C'est ça. importante pour un locuteur, entre guillemets, qui n'est pas natif. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur cette approche que je trouve est très originale? Ouais, mais tu l'as bien dit déjà par rapport au marché très concurrentiel de l'apprentissage des langues même de manière générale. C'est vrai que uniquement travailler avec l'éducation, en tout cas dans la formation, donc via les formateurs, c'est déjà un point très différentiel. Et le deuxième point par rapport à ça, à notre approche, c'est un mot très complexe. Attention, intelligibilité, qui est en gros un mot qui vient de la linguistique appliquée et qui permet en fait de identifier les aspects de prononciation qui sont les plus importants pour être compris. Et donc, c'est vraiment tout un travail qui en fait, c'est un des concepts clés dans notre conception pédagogique qui permet en fait que chaque utilisateur va travailler sur les aspects qui sont les plus importants et donc qui vont avoir le plus d'impact quand je vais parler anglais autant avec des natifs qu'avec des non-natifs. Un exemple concret de ça qu'on utilise souvent, c'est le mot comfortable. Souvent, les francophones, par exemple, vont faire l'erreur et dire comfortable. Voilà, j'exagère évidemment pour l'exemple, mais ça arrive très souvent en fait qu'on ne comprenne pas l'importance, par exemple, de l'accent tonique, qui est un des aspects de prononciation qui a le plus d'impact pour être compris. Et donc cet accent tonique, on sait le travailler avec la technologie et c'est un des premiers objectifs dans l'application. Et il y a plein d'autres aspects en fait qui sont plus importants en fait d'être travaillés que d'autres. Je dirais qu'il y a des aspects de prononciation qui deviennent cosmétiques ou en tout cas qui sont plus importants pour les personnes qui veulent vraiment parler exactement comme un natif. Et nous, en fait, on va d'abord travailler tous les autres aspects. Ouais. Et c'est ce que tu me disais justement. J'avais la curiosité je t'avais posé la question par rapport au fameux ça en se mordant un peu la Oui, langue. le TH. TH, le fameux TH. Je me rappelle moi quand j'apprenais l'anglais, les professeurs insistaient vraiment beaucoup là-dessus. Hein. Ouais, tout à fait. Je vous revois encore ma prof au collège qui faisait ça en vraiment Ouais. montrant qu'elle mordait le bout de sa langue. Et c'est quelque chose que moi je ne fais pas du tout. Hein, mais bon, ça veut pas dire que je pense que c'est le top du top de le faire. Mais quand je parle en anglais, mais du coup, ça, par exemple, pour toi, c'est de la cosmétique. C'est bien ça, pour donner un exemple peut-être aux auditeurs. Alors, je dirais que alors, il est clairement pas dans les 10 aspects de prononciation les plus importants pour les francophones, je dirais, sur base de ce qu'on peut voir un peu dans
recherche, il n'est pas non plus le plus éloigné. Donc, si on le travaille, il est intéressant, mais c'est pas le premier à travailler, non. Et en fait, parce que par rapport aux études qui ont été faites en linguistique appliquée, il va pas avoir le poids de avoir trop de mauvaise compréhension dans ce qu'on dit. Enfin, et donc le fait de justement d'avoir ce travail traditionnel sur le TH, ça justement ça peut causer beaucoup de frustration et de peur en fait par rapport à le fait de parler et de toujours se dire ah ouais non mais en fait j'ai quand même toujours jamais faire mon TH donc j'arrive pas à parler anglais. Et donc je veux dire il y a une autre approche à avoir qui veut pas non plus dire qu'on fera jamais de TH mais qui veut dire ben voilà il y a peut-être d'autres aspects sur lesquels on peut qu'on peut apprendre et sur lesquels on peut avoir plus confiance pour oser parler. Et donc oui le TH je dirais qu'il est un peu plus loin dans le chemin de l'apprentissage de la prononciation. Il est pas tout à la fin mais disons que c'est pas le seul truc qu'il faut travailler, ça c'est sûr. Ouais, c'est intéressant parce que toi, ça peut Ouais. paraître contre-intuitif par rapport peut-être à ce que nous, on a souhaité nous apprendre entre Tout guillemets, à en fait. anglais. Mhm. Et du coup, c'est vrai que ce que tu dis là, ça à chaque fois, il y a eu des recherches donc, qui ont été faites sur qu'est-ce qui était finalement plus pertinent. Est-ce que c'est des recherches que c'est vous qui les avez initiées ou c'est des recherches qui sont accessibles de part et d'autre sur le web, par exemple? Ouais, donc c'est des champs de recherche qui sont liés à ça directement en linguistique appliquée. Et d'ailleurs, je pense que même la linguistique devient de plus en plus importante via la montée des IA. Et nous, bah, en fait, on l'a vu aussi dans le projet de recherche. Ça a été un point important de faire de la revue de la littérature là-dessus. Nous, on n'a pas créé notre propre étude d'intelligibilité non plus, mais parce que ça prend beaucoup plus de temps. C'est vraiment des gros travails, mais c'est plutôt nous, on a vraiment fait une grande revue de la littérature sur ces différents aspects pour qu'on puisse vraiment avoir un peu notre canevas, notre roadmap, si tu veux, de travail sur les aspects de prononciation qui sont les plus importants. Et il y a toujours du travail à faire et surtout quand je dis du travail à faire, c'est surtout comme nous, on a quand même une visée après à aller vers l'international plus rapidement, il faut pouvoir aussi être plus inclusif dans les voix. Et quand on va travailler sur l'inclusivité de notre IA, nous, on doit pouvoir accepter différents accents, en fait, qui viennent de personnes qui viennent de différents pays. Donc nous, on a travaillé principalement en Europe aujourd'hui, mais il y a encore du travail à faire justement pour pouvoir inclure les différences d'accent de personnes qui viennent de certains pays d'Asie ou même d'Amérique latine. Et donc, c'est surtout ça l'enjeu. Et du coup, oui, c'est pas nous qui allons faire toutes les études d'intelligibilité. Il y a des chercheurs qui font ça très bien. Et nous, on suit toujours ces recherches-là justement pour être à jour en fait sur la recherche. Oui, parce que par exemple, un espagnol n'aura pas les mêmes besoins qu'un français par rapport à la prononciation dû à sa langue. Je dirais qu'entre le français et peut-être l'espagnol, il y a peut-être moins de différence qu'entre un pays d'Asie et la France. Par exemple, ouais, sur des difficultés par rapport à un apprenant japonais, par exemple, il y a des aspects de prononciation qui sont liés uniquement par ce profil et ce background de parler nativement japonais. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'overlap, hein, qu'il n'y a pas des aspects de prononciation qui sont communs. Il y en a, et c'est pour ça il y en a qui sont vraiment prioritaires. Mais après, plus on travaille à un niveau plus élevé, plus on va arriver justement oui, il y a des aspects qui sont plus importants si on est francophone, si on est hispanophone ou japonais, voilà, tout à fait. Et finalement, par curiosité, quel type d'anglais est ciblé? Parce que même moi, ayant parlé parfois avec Ouais, des c'est une anglophones, grande question. ils me disent que voilà, il y a tellement d'accents. Si on parle avec un Australien, un Irlandais, enfin voilà, un Écossais, enfin Ouais, tout à fait. beaucoup de différences ou un Américain, etc. Voilà, par exemple, on dit qu'en France, tu sais, je crois que c'est à Tours où il y a le français vraiment le plus pur entre guillemets. Il me semble que Ok. c'est de Tours. Enfin, c'est ce qu'on dit. Est-ce que du coup vous ciblez vraiment un accent en particulier par rapport à ça? C'est une très bonne question. En fait, il y a deux réponses à ça. La réponse, c'est la recherche. Que dire la recherche? Maintenant, ça fait quand même plusieurs années que la recherche et même certaines institutions qui sont responsables de l'enseignement de l'anglais, en tout cas qui sont un peu les phares pour les méthodes d'apprentissage de l'anglais, vont pousser beaucoup à apprendre un anglais international. Et ce que ça veut dire, c'est que en soi, le but n'est pas je vais dire de pousser à parler exactement comme un natif british.
ou américain ou un autre, mais de pouvoir travailler justement sur l'intelligibilité et de travailler les aspects les plus importants. Quand on discute avec les enseignants, par contre, c'est vrai que c'est intéressant que ce soit cohérent même pour l'étudiant. C'est intéressant que si on en choisit un et qu'on écoute des références pour se corriger, c'est intéressant d'avoir une cohérence par la suite et de pas mixer trop d'accents. Mais en soi, c'est pas vraiment un gros problème. Le but, c'est d'être compris. C'est normal que des personnes qui sont non natifs parfois disent un mot un peu plus comme à la british et parfois un peu plus à l'américaine. C'est un peu notre identité, la manière dont on apprend l'anglais, quoi. Mais disons que ça a vraiment changé en termes de philosophie, je pense, dans ces dernières décennies, et ça a beaucoup d'impact sur les formations et sur les contenus de formation. Même les manuels de formation qu'on peut voir dans les scolaires changent par rapport à ça. C'est pas l'accent américain qui devient un peu plus, on va dire. En fait, c'est lié à l'exposition, je trouve. En tout cas, moi, quand j'ai des retours de professeurs et d'étudiants, d'apprenants, c'est surtout l'exposition en fait des séries, des musiques, de la culture de manière générale, qui va tendre du coup à pouvoir avoir une affinité plus pour cet accent américain. C'est pas une règle, c'est très subjectif en fait. Ouais, Mais et c'est ma deuxième réponse, c'est qu'est-ce que en pensent les étudiants et les apprenants quand on leur pose la question. En fait, ça va être vraiment lié à ça. Ça va être lié à le type de culture qu'ils ont eu via les médias, et ça va être lié parfois aussi à leur objectif professionnel, s'ils veulent vivre justement dans un pays ou un autre. Et nous, dans Flowchase, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a des sets de voix différents. Donc, quand on se compare avec des voix, on a autant des voix avec des accents américains et anglaises, enfin british, et on a même d'autres voix. Donc, tu parlais d'accent australien, d'accent canadien, voilà, il y a d'autres accents qu'on met dans nos sets de voix justement pour pouvoir montrer que l'anglais peut être bien prononcé autrement, mais ça permet aux apprenants de pouvoir sélectionner les voix qu'ils préfèrent. Voilà. Il peut devenir un paradoxe, tu vois, j'entendais parler de ça notamment pour les personnes qui travaillent entre différents, par exemple, les équipes de recherche, c'est qu'à la limite, celui qui est le moins compris parfois, c'est l'anglais natif. Tu vois ce que je veux dire, s'il y a ou l'américain, que finalement les autres personnes qui ont appris l'anglais, tu sais, qui sont allemands, français, espagnol ou autre. Et toi, c'est quelque chose d'assez paradoxal finalement, parce qu'en tout cas, c'est une réflexion qu'on... Tout à fait. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui parlent l'anglais et qui sont non natifs. Et en fait, la manière dont on va apprendre l'anglais, et évidemment, là, je dis pas forcément une généralité, mais dans la manière dont on va l'apprendre, on n'est pas forcément tout le temps dans une immersion anglaise dans un pays qui est anglophone, et donc on va souvent parler anglais avec des non-natifs. Et c'est pour ça que c'est encore plus important de travailler l'intelligibilité, enfin le fait d'être compris, que de exactement parler comme un natif. Hein. Tout dépend évidemment les choix des personnes, mais c'est pour ça que c'est encore plus important d'avoir une méthodologie là-dessus qui va rassurer les gens sur la manière de travailler l'oral et de pouvoir oser pratiquer l'anglais. C'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle aussi la recherche le recommande et la manière dont on a créé l'outil. Ouais. Mais une des mauvaises conceptions par rapport à la prononciation, c'est que souvent on apprend la prononciation parce qu'on écoute des séries, etc. Et du coup, le fait d'être exposé pourrait influencer directement sa prononciation. Alors c'est vrai en partie, mais ça fonctionne pas pour tous les apprenants en fait. Et du coup, c'est surtout la pratique, en fait. C'est bête, mais la prononciation, c'est beaucoup de pratique. Et c'est pour ça que nous, dans Flowchase, on a autant des activités d'écoute, où on va pouvoir essayer de comprendre des natifs et des non-natifs à l'écoute, et de pouvoir avoir des parties de pratique orale, où là, on va être corrigé. Mais les deux sont importants, autant d'être exposé que de pratiquer. Mais c'est vrai que tu as raison. Moi, je me souviens, j'écoutais beaucoup de musique, on va dire, anglophone. J'étais vraiment très mauvais en anglais avant de voyager finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que même si j'écoutais plus de musique anglophone que francophone étant adolescent. Donc c'est vrai que c'est peut-être une fausse idée qu'on se fait. Et tu as raison de dire que c'est vraiment en pratiquant. En tout cas, moi, c'est également ce qui m'avait aidé. C'est les deux vraiment. Moi, mon background comme on en a déjà discuté, c'est que moi j'étais musicien et du coup moi aussi j'ai beaucoup chanté les Beatles quand j'étais petit et tout, quand j'ai appris l'anglais même via ça. Et souvent en fait les gens ont toujours une histoire par rapport à comment ils ont appris l'anglais. Et c'est une notion très personnelle en fait, la prononciation. C'est quelque chose qui est
qui est très lié à comment on a appris l'anglais, comment on a osé parler pour la première fois, etc., etc. Et du Ouais. coup, le fait d'avoir une IA qui te corrige, souvent les apprenants nous disent, ben, c'est intéressant parce que du coup, j'ose un peu plus dans ma zone de confort parler et essayer de me corriger. Parce que avoir un coach qui te corrige, c'est bien quand on est en individuel et qu'on a la chance d'avoir un coach en one-on-one. Mm. Mais sinon, c'est très complexe quand on n'a pas assez confiance enfin, ça dépend le profil d'apprenant évidemment, Ah, bien sûr. mais c'est très complexe de corriger quelqu'un, par exemple, que les professeurs corrigent toutes les secondes la personne dans une classe, ben, ça peut être très perturbant pour l'élève. C'est vrai que Et, l'IA est très confiante pour le coup et et du coup, là, oui, enfin, jugé, on quoi. essaie que, ouais, c'est ça. En fait, voilà, t'es jugé par une technologie. Elle te permet de donner un avis et des conseils. Évidemment, on essaye d'écrire ces conseils de la manière de la plus pratique et chouette possible. Évidemment, Mm. c'est pas robotique quoi comme expérience, Mm. mais ça permet vraiment de pouvoir travailler sur soi en fait. Ouais, c'est un Mm. truc qui revient très souvent. C'est marrant, toi, j'avais une anecdote. Moi, toi, j'ai la quarantaine, on n'est pas tout à fait de la même génération. Mais tu sais, quand j'étais justement, je faisais, comme toi, j'étais musicien à un moment donné, je faisais de la guitare chant et, et en fait, Mhm. on composait des morceaux. Et ça me revient là, mais en fait, je chantais en yaourt, en fait, pour te dire à quel point on était loin de Oui. l'anglais. C'était vraiment du Mhm. yaourt. C'est-à-dire que les morceaux, je les connaissais par cœur, mais en yaourt. Mais ça faisait vraiment comme de l'anglais. Mais tu vois, je les ai même encore en tête, pour te dire. Donc, c'est super rigolo, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, quand même, il y a eu du progrès entre guillemets aujourd'hui en anglais et je pense pas qu'il y ait même des groupes même de jeunes newbies entre guillemets qui vont arriver chantant York, tu vois. Mais ça se faisait beaucoup en fait, c'était très classique. Moi, j'habitais en Bretagne, tu vois, et puis voilà, il y avait plein de groupes de rock comme ça, chantant Yaourt. Tu vois, c'est un point assez Mhm. intéressant, je trouve. Bon, petite anecdote. Je Ouais, voulais, tout à fait. je voulais parler maintenant un petit peu du business model, effectivement. Du coup, alors Flowchase, vous visez davantage, vous êtes à la fois sur les deux modèles en B2B, c'est-à-dire directement peut-être sur des institutions, des écoles, etc. Et est-ce que vous avez également un modèle B2C, ça veut dire vraiment directement comme une application Mosalingua ou Duolingo, est-ce que vous êtes sur les deux ou vraiment plus du B2B pour le coup? Ben, pour le coup, on fait que du B2B D'accord. parce que en fait, c'est notre spécialisation de aussi pouvoir adapter en fait les contenus de formation pour les équipes de professeurs en fonction des besoins. Et donc, on va être sur le marché surtout de l'éducation supérieure et aussi du marché de la formation professionnelle. Mais on va toujours être dans cet axe je dirais d'accompagnement en fait soit d'équipes de formateurs qui vont former plusieurs apprenants, autant dans Mhm. l'éducation que dans des centres de langue, hein, des organisations des OF langue en fait. Et ou alors dans certaines entreprises, ils vont utiliser Flowchase, mais ils vont l'utiliser de manière autonome, mais potentiellement avec des contenus qu'on a préparés aussi pour eux à l'avance. D'accord. Parce que évidemment, apprendre l'anglais c'est bien de travailler avec de l'anglais général, les conversations de la vie de tous les jours, mais quand on travaille sur la formation professionnelle, si on veut plus d'impact plus rapidement, c'est surtout des contenus qui sont personnalisé au rôle de la personne et à Mhm. l'industrie dans laquelle elle est, qui va avoir plus d'impact en fait dans les premières semaines de formation. Parce que c'est l'anglais va être utilisé par la personne. Et tu me posais justement la question tantôt enfin tantôt très belge, comment on utilise l'IA nous en interne potentiellement aussi l'IA générative. Et en fait nous on crée nos contenus nous-mêmes. Donc on a des personnes qui créent des contenus et en fait on va avoir un assistant un assistant qui crée du contenu avec nous, mais qui va nous aider, en fait, qui va nous faire des recommandations qu'on va modifier après manuellement. Mais en fait, on a on utilise l'IA générative nous de notre côté pour pouvoir avoir un peu plus d'idées en fait sur la manière de devoir concevoir du contenu, un peu comme beaucoup de personnes l'utilisent aujourd'hui. Et Et ça, donc ça nous permet. c'était avant ChatGPT, etc. Ou est-ce qu'ils font un outil de plus? Alors, c'était avant ChatGPT. Non, c'était, enfin, les premiers, ce premier outil-là, on l'a utilisé pendant, donc c'était il y a un an tout pile en fait. Ok. Il y a un an tout pile, où on a eu un premier stagiaire qui a travaillé chez nous sur justement de travailler avec OpenAI sur un Ouais, outil en interne, carrément. voilà, pour pouvoir nous assister dans la création de contenu pédagogique. Ouais. Je dis la créature parce que c'est un Ouais, peu une c'est créature presque une OpenAI, mais création, non, hein, c'est ça. j'imagine. C'est vraiment une créature, c'est ça. Mais du coup, on a cet assistant de création de contenu pédagogique
mais qui est toujours contrôlé, c'est-à-dire que on a toujours quelque chose de très précis à lui demander, on a toujours quelque chose de très précis à corriger après. C'est surtout pour avoir plus d'idées en fait. Ouais. Après, personnellement, je trouve ça intéressant que vous soyez sur les deux, enfin, que vous utilisez aussi les IA génératives qui font leurs preuves aussi aujourd'hui. Enfin, et avoir votre propriété à côté, je trouve que ça fait totalement sens, justement, parce que vous êtes focus sur la prononciation. Après, cette IA-là vous aide, comme tu dis, à générer du contenu, etc. Et je trouve que ça fait C'est ça. totalement. En fait, ça nous aide à faire l'étape de personnalisation pour des programmes de cours sur notre plateforme qui sont très spécialisés. Parce que sinon, anciennement, comment c'était réalisé? Il fallait potentiellement comme dans les maisons d'édition, il y a c'est des personnes qui sont dans l'édition, hein, qui sont spécialisées dans un domaine précis, qui vont avoir cette expertise. Je sais pas, je dis quelque chose comme ça, comme l'anglais médical, par exemple. Et du coup, il faut avoir quelqu'un qui crée cette spécialité et qui écrit le contenu. Nous, on fait toujours les deux, donc on travaille autant aussi avec des spécialistes, mais on va essayer d'avoir toujours cet assistant dans la logique de création de contenu, ce qui nous permet de mieux personnaliser en fait les contenus de formation à terme. D'accord. Voilà. Et du coup, tu as remarqué de ton côté une augmentation de votre productivité pour créer du contenu, justement, depuis les IA génératives. Ça a été vraiment un C'est switch. ça, mais c'est pas un switch immédiat. Disons que nous, on est vraiment un outil EdTech avec du contenu pédagogique, donc on a du contenu sur étagère. Ouais. Et pour faire ce contenu sur étagère, on a vraiment beaucoup de règles en termes de création de contenu. Donc c'est pas un petit prompt, c'est pas un petit prompt très simple à réaliser. Ça a pris beaucoup de temps et ça prend encore du temps de trouver un bon moyen de travailler avec ces IA génératives. Je pense que tout le monde est un peu dans ce cas-là aujourd'hui. C'est d'essayer de trouver la bonne méthode qui va avec nos valeurs, la manière dont on accepterait les conditions dans la manière dont on crée le contenu, mais aussi la qualité du contenu. En fait, il y a tout un pan de comment mesurer la qualité de contenu pédagogique qui est important. Et aujourd'hui, évidemment, l'IA n'est pas faite pour ça. Donc, il faut pouvoir aussi en interne avoir ses propres processus. Et nous, c'est ce qu'on a aussi, quoi. Donc, voilà, je veux dire, il y a des choses qui sont réalisables, mais tout n'est pas scalable du jour au lendemain, je dirais, parce qu'il y a la qualité du contenu pédagogique, c'est quelque chose de très complexe en fait à mettre en place, quoi. Il faut un fil rouge, il faut qu'il y ait une cohérence en termes de niveau, en termes d'objectifs pédagogiques. Donc, voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui. Heureusement Oui, c'est ça. Heureusement, oui, c'est ça. Je veux dire, complètement remplacé. oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais je veux dire, c'est normal. Enfin, c'est un métier, quoi. Et donc, je pense qu'on peut être assisté et on peut être complémenté de ça, mais évidemment, ça ne remplace pas quelqu'un qui a une connaissance en termes d'ingénierie pédagogique qui est assez poussée dans notre domaine, quoi. Voilà. Tout à fait. Et juste pour reparler justement de l'usage vraiment du service, donc finalement, Flowchase est mis à disposition donc des enseignants, si j'ai bien compris, qui ont leur groupe d'apprenants. Finalement, c'est les enseignants qui vont faire la médiation. Vous, de votre côté, vous n'avez pas ce rôle, entre guillemets, vous n'avez pas des personnes qui vont être dédiées pour faire de la médiation, pour accompagner les étudiants, mais ça va vraiment être le rôle que vous laissez finalement aux enseignants dans leurs institutions. C'est bien ça? Alors ouais, mais en fait, il y a deux manières de pouvoir utiliser Flowchase, hein. Il y a cette intégration avec l'équipe de professeurs, l'équipe de formateurs, parce que en fait, comme on travaille en lien très fort avec ce qu'ils font, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit aligné. Et donc nous, on va avoir surtout des personnes qui vont accompagner les équipes de formateurs à bien intégrer l'outil. Et les professeurs vont avoir des demandes de contenu personnalisé, par exemple, vont avoir des demandes d'avoir des rapports de progression ou des calculs de scores différemment. Et donc, nous, on va surtout accompagner les équipes de formateurs, de professeurs. Et c'est eux qui vont, oui, après communiquer ça aux étudiants en direct. Mais la deuxième chose qu'on a aussi, c'est que ça peut être un service aussi autonome d'utilisation de la plateforme. Donc, si c'est une licence campus pour l'institution, par exemple, tout le monde peut avoir accès directement à l'outil avec son adresse institutionnelle. Donc, ça, c'est tout à fait possible aussi. Il n'y a pas d'humain, je veux dire. Enfin, dans ces cas, c'est une étude. Non, c'est nous. Ouais, nous, on sait pas une méthode où tu dois prendre un rendez-vous d'une heure avec un professeur. Nous, c'est vraiment une méthode avec notre IA où on a différents cours que tu peux choisir avec différents niveaux et tu peux les compléter à n'importe quel moment de la semaine. Ça peut être autant du coup un contenu d'autonomie ou un contenu complémentaire à un cours d'anglais dans l'institution. Ouais.
C'est intéressant, parce que vous avez un positionnement assez clair. En tout cas, pour moi, c'est assez clair. Du coup, je pense que quand vous l'expliquez aussi, c'est facilement Mhm. compréhensible, quoi. Finalement, soit avec effectivement l'enseignant dans le cadre d'un cours vraiment structuré, etc. C'est ça, tout à fait. Comme un livre, entre guillemets, qu'on va louer à la à la BU, si on veut, et on va se C'est ça. projeter grâce à l'outil. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Ok. C'est vraiment ça l'idée. Et en fait, la plus grande demande qu'on a maintenant, c'est surtout d'avoir des contenus diversifiés. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a eu beaucoup de demandes d'avoir des... Parce que les apprenants ont des objectifs très différents, hein. Il y a des apprenants qui veulent travailler leur anglais parce qu'ils vont faire un stage professionnel en anglais. Il y en a, c'est parce qu'il y a des présentations en anglais qui sont très importantes à faire. Du coup, ils veulent travailler l'oral. Et du coup, il faut pouvoir adapter ces contenus pédagogiques en fonction de ces objectifs. Ouais. Et donc, c'est surtout le contenu, la création de contenu qui est importante chez nous. Ouais, qui va prendre beaucoup de temps également de votre Tout à côté, fait. évidemment. Ok, bah très bien. Et du coup, alors par rapport justement au contenu, je vois que vous avez donc de l'anglais général, de l'anglais business aussi finalement, Mhm. et plus des choses liées vraiment à la carrière. Donc c'est un peu les trois axes que vous avez plus ou moins ciblés, hein, c'est ça pour l'instant. Tout à fait. Et je vois que vous avez également levé quelques fonds, hein. Je crois que c'est 1,5 million, c'est ça que vous avez levé Ouais, tout à fait. On a fait on a clôturé notre deuxième levée de fonds en fait cette année. Super. Et donc en fait, ça soutient le fait oui, de grandir en termes d'outils, en termes de contenu spécialisé et d'aller vers la formation professionnelle. Et aussi, ça soutient aussi le travail de recherche et de développement qu'on a autour de notre technologie d'IA, parce que il se peut qu'après on identifie une manière qu'on travaille autrement que sur l'anglais. On va peut-être travailler sur d'autres langues. Et donc, on a encore du travail en R&D justement pour pouvoir voir jusqu'où la technologie et notre méthodologie peut aller pour aider à l'apprentissage des langues de manière générale. Ouais. Tout à fait. Et peut-être une question un peu plus dans le détail. Quand on utilise l'application, c'est plutôt du micro-learning. Est-ce que tu conseilles un temps précis? Parce que je vois que c'est des unités, vous parlez d'unités Ouais, on parle d'unité. Ouais. design. Mhm. Est-ce que tu conseilles des petites sessions comme ça? Je sais pas, c'est un peu l'idée d'être dans le bus, on regarde, on fait la petite session, ou bien c'est plutôt vraiment, vous imaginez différemment. Est-ce que vous avez des conseils d'usage, entre guillemets, pour les apprenants? Alors ça varie vraiment du contexte pédagogique. Donc ça c'est vraiment le rôle des démos ou des ateliers qu'on fait avec justement les institutions. Ouais. En général, nous on conseille de pouvoir au moins faire une unité par semaine. Donc une unité c'est 45 minutes de formation plus ou moins. D'accord. Ça peut être 30 minutes si les gens sont très bons et vont rapidement. Ça peut être 1 heure si les gens ont beaucoup de feedback à recevoir et à retravailler. Et donc, comment ils l'utilisent de manière générale? Nous, on a un peu nos questionnaires et nos kits de recherche côté apprenant et côté formateur. Du côté des apprenants, on a beaucoup de cas d'usage, hein. On a entendu que des apprenants nous utilisaient dans les toilettes chez eux pendant 15 minutes, que dans sa chambre ou que de marcher vers le campus. Enfin, il y a vraiment des choses très différentes où, enfin, en fait, c'est souvent des moments où les personnes vont être seules, loin du regard des autres, parce que c'est un peu le bénéfice, et d'avoir leur zone de confort. Et ils vont faire ça souvent, oui, comme tu dis, c'est du micro-learning. Donc, une unité, ça contient quelques challenges. Et les challenges, ça dure en général 15 minutes. Donc, si tu as 3 challenges, ça fait 45 minutes. Et donc, ils vont faire un challenge à chaque fois qu'ils font une session, en fait. C'est un peu l'objectif. Ouais, pour le coup, mon Voilà. exemple du bus n'était pas le bon parce que là, on est entouré de beaucoup de monde. Ça pourrait me faire un peu Oui, c'est ça. Le bus ou le métro, c'est ce qu'on dit, mais vraiment. Ouais, ça peut être utilisé, mais sur les activités d'écoute, ça marche. c'est ça. Enfin, ça peut marcher sur l'oral aussi, mais on parle un peu tout seul dans le métro. Tu vois, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que moi, nous, on a expérimenté de la réalité virtuelle pour justement entraîner les étudiants à passer des entretiens d'embauche. Et au Mhm. départ, on les mettait dans une même salle, finalement, ils devaient parler, etc. Mais ça marchait pas du tout, quoi. Et après, un collègue qui est plutôt de TSP, parce que c'est pas forcément Télécom Sud Paris, hein, c'est pas IMTBS Mhm. qu'on a mis en place cette année, mais eux, ils ont décidé de prêter les casques et que les gens le fassent chez eux, en fait. Comme tu dis, c'est important d'avoir, quand on va s'exprimer, autant écouter, etc., ça va, mais quand on va parler, on va se mettre un petit peu à nu, il faut qu'on soit Tout dans à un fait. Ouais. environnement sécurisé, seul, peut-être dans sa chambre, avec des proches, entre guillemets, mais pas justement, comme tu dis, voilà, il y a le côté intime, finalement, qui. C'est ça, parce que c'est lié en fait, c'est une problématique qui est
très intime, qui est très personnelle. Et du coup, la solution, elle doit être très proche des gens. C'est pour ça que nous, on est sur mobile. Le support mobile, c'est celui qui est le plus. C'était normal qu'on aille vers ça parce que c'est plus simple, c'est plus rapide et c'est très personnel. Et donc, le fait de faire sa session de prononciation et d'anglais directement sur le téléphone, c'était vraiment vraiment la demande qu'on voyait, le use case qu'on voyait le plus utilisé. Et on est allé vers ça. Et donc, clairement, nous, pendant le projet de recherche, on a aussi fait de la réalité virtuelle. Le projet, au tout début du projet, mais donc, je parle de ça il y a 6 ans, du coup, c'était là-dessus. Et nous, on avait, c'était même mon premier travail sur le projet de recherche, c'est de faire un avatar qui parle et qui permet de faire des premiers exercices de prononciation. Faut que ça remonte à très loin maintenant. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était très limité en termes de création de contenu, en fait. Parce que du coup, nous, c'est intéressant d'avoir l'effet waouh de la VR et d'avoir le côté immersif. Et ça peut avoir des valeurs pour certains contextes, hein, je dis pas. Mais en termes de personnalisation de contenu, il y a des limites en termes de création. En termes de création de scénario, en termes de pratique, en fait, concrètement, du côté du formateur, pour personnaliser les contenus et d'avoir plus en plus de contenu. Parce que la VR, ça demande énormément de production. Il y a beaucoup plus d'outils qui nous le permettent de le faire aujourd'hui. Mais quand on a comparé ça et les exercices qu'on avait sur le mobile, il n'y avait pas photo. Enfin, je veux dire, le temps de productivité, en tout cas d'apprentissage, du côté des apprenants était beaucoup plus efficace que dans le cadre de la VR. Ça allait plus rapidement de faire les activités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, hein, parce qu'avec le fait de pouvoir générer du contenu, on va dire, à la volée, avoir à chaque fois un dialogue différent avec une personne fictive, là, ça fait totalement sens, mais Tout à fait. aussi très bien de manière en audio aussi directement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est effectivement peut-être que si ton projet démarrait aujourd'hui, tu vois, eh ben là, ça aurait peut-être été différent et voilà, ça aurait pu être de la VR. Après, je dis ça, ceci dit, moi je crois beaucoup au modèle un petit peu du film Heure, tu sais, avec le fait qu'on discute Oui, avec tout à fait. plutôt que quelque chose de très peut-être trop immersif. On le voit dans les usages, c'est pas toujours évident de même pouvoir l'utiliser, etc. En tout cas, très très intéressant. Ouais, c'est ça. Bon, après, je veux dire, il y a plusieurs solutions. Il faut juste surtout mesurer dans chaque contexte pédagogique, en fait, ce qui peut être adapté et pratique. Et donc nous, c'est vrai que on n'a pas souvent de problème via le support mobile de ce côté-là, mais ça dépend vraiment du contexte pédagogique, hein, vraiment. On peut pas du tout utiliser, vous avez pas du tout l'intégration sur un ordinateur. Enfin, c'est vraiment quelque chose que vous avez totalement mis de côté. Pas encore. C'est quelque chose sur lequel on va travailler, mais on s'est concentré sur l'app mobile. Qui nous permettait d'avoir différents types d'activités, mais on est vraiment parti sur du mobile d'abord. Maintenant, on a pas mal de demandes de plateformes ou même de plateformes ou d'acteurs qui n'ont pas du tout d'oral, d'avoir cette partie prononciation et du coup potentiellement on va aussi travailler sur cette intégration là. C'est quelque chose sur lequel on travaille aussi, mais il fallait aussi qu'on commence quelque part avec notre méthodologie, quoi. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que tu vois, on s'est rencontrés au Moodle Moot, et c'est vrai que tu vois, pour le coup, je me dis que ça peut être intéressant d'avoir Flowchase comme une activité finalement qu'on ajoute parce qu'on Tout à fait. l'utilise dans la plupart des établissements, qu'on l'ajoute à l'articulation de tout son cours comme une activité Moodle, par exemple, ou une autre plateforme. Et je pense que tout à fait, oui. effectivement un cœur de cible intéressant pour oui, pour nous. C'est pour ça qu'on était là. C'est justement pour voir comment on peut faire développer en fait cette première version d'intégration sur Moodle sur laquelle on travaille. Parce que c'est la continuité, quoi. Mobile, en fait, tu vois, en termes d'utilisation de mobile, Moodle n'est pas très utilisé sur mobile. Oui, non, ça j'ai vu. Oui. Ouais. Tout à fait. Mais c'est une autre opportunité justement d'intégration et même de personnalisation de contenu, parce que si on fait ce type d'activité-là, les professeurs pourraient choisir de pouvoir potentiellement customiser cette activité aussi. Voilà. Ouais. Bah écoute, super, super Robin. En tout cas, on va arriver tranquillement à la fin du podcast. Est-ce que tu avais des points qu'on n'aurait pas mentionné, que tu voulais ajouter peut-être c'était très complet, c'était très chouette de discuter avec toi. Ce que je dirais, c'est que moi, dernièrement, j'ai publié tout un e-book spécialisé sur l'utilisation de l'IA pour l'apprentissage des langues.
C'est quelque chose il y a 25 pages, mais c'est plein de conseils et aussi des partages de pratiques d'autres professeurs. Et donc ça, c'est quelque chose que je peux mentionner. Donc si les gens sont intéressés de pouvoir le fournir à leurs professeurs d'anglais ou de langue, c'est quelque chose qui est disponible de notre côté chez Flowchase. Et c'est pas uniquement lié à Flowchase uniquement. C'est pas que de l'autopromotion, pas du tout, mais c'est plutôt un cadre de réflexion en fait. Donc il y a toute une partie surtout sur comment on approche l'IA, pourquoi on a peur de l'IA, et quelles sont peut-être une manière plutôt rationnelle d'approcher en fait ces usages. Et donc dans les use cases, il y a Flowchase, mais il y a aussi d'autres use cases d'utilisation d'autres IA génératives pour apprendre à mieux écrire, par exemple en anglais pour certains contextes, de pouvoir générer des exercices pour les formateurs, etc., etc. Donc ça, c'est un peu là-dessus sur lesquels je me suis penché ces derniers mois. Et juste, je vais poser la question, ceci dit, mais pour ton autopromotion, parce que c'est normal aussi de voir un petit peu, comment ça se passe si jamais moi je suis un établissement d'enseignement, je souhaite utiliser Flowchase, le tester. Est-ce que vous avez un modèle? Est-ce que vous avez une période de test peut-être? Ou voilà, quelles sont les bonnes pratiques? Oui, tout à fait. Donc, les deux pistes, c'est de nous contacter directement sur le site et en fait, à partir de là, on peut vous donner un accès gratuit pour tous les collègues qui veulent tester et découvrir les contenus. Donc ça, c'est totalement gratuit. Et cette phase de découverte, elle est liée à un atelier aussi qui peut être organisé avec les formateurs qui veulent aller plus loin. Et l'autre piste pour pouvoir être plus dans l'utilisation concrète, nous, en fait, on a une utilisation qui peut se faire sur 2 mois gratuitement et on ne valide que le contrat qu'après ces 2 mois-là. Donc, ça dépend vraiment du premier retour des enseignants et des premiers retours d'étudiants également. Donc, ça, c'est tout à fait possible de l'intégrer. Et donc, souvent, moi, je fais beaucoup d'ateliers en fin août, septembre, etc., et même octobre, pour expliquer comment ça peut être intégré. Et à partir de là, les personnes choisissent les programmes et ils commencent à l'utiliser avec certains groupes de l'établissement. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Bah écoute, top. En tout cas, merci encore à Robin pour ta venue. Ouais. Hein. Et donc, bah voilà, en tout cas pour les auditeurs, n'hésite surtout pas à contacter Robin. Et puis bah voilà, je dirais que on pourra peut-être reparler peut-être pour un prochain épisode quand ça aura encore Tout à fait. davantage évolué sur une nouvelle fonctionnalité de la plateforme, etc. Et peut-être qu'on vous intégrerait aussi, même totalement avec, comme on le disait, peut-être sur des plateformes ou autres, et qui pourrait peut-être être très, très intéressant Tout à fait. sur ces usages. Merci à toi et puis je te dis à très très bientôt alors. Merci. À très bientôt. Ouais, belle journée à tout le monde. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris donc autant de plaisir que j'en ai eu à le réaliser. Et je rappelle au passage ici que vous retrouverez tous les liens mentionnés dans l'émission en description, mais également les liens vers la Pédago News ainsi que la Pédago School. Voilà, c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du PédagoCast.